suite, intéressons-nous à l'habitat participatif. En communauté ou à plusieurs générations, aujourd'hui, il est possible d'habiter autrement. Nous voici à Paris, mairie du 19e arrondissement. Plus de 200 personnes sont réunies avec une ambition commune, inventer l'habitat de demain. Votre nombre témoigne, je crois, d'une envie d'habiter autrement. À l'initiative de la ville de Paris, ces citoyens souhaitent mettre en œuvre une nouvelle forme de logement, l'habitat participatif. Sorte de système de résidence collective qui réussit l'alliance parfaite entre sphère privée et vie en communauté. Cet appel à projet est une première dans la métropole. Il est la preuve d'une remise en question d'un système de logement en manque d'innovation et de moins en moins adapté à la société de demain. Phénomène novateur, l'habitat participatif est l'héritier de mouvements ayant déjà existé par le passé. Après la Seconde Guerre mondiale, le manque de logement a conduit les ouvriers à construire eux-mêmes leur habitat sur des terrains collectifs. C'est le mouvement des castors. Quelques années plus tard, dans les années 70-80, l'envie de vivre en communauté connaît un véritable engouement. Aujourd'hui, face à la crise économique et l'individualisation extrême de notre société, l'habitat participatif émerge un peu partout dans le monde. De plus en plus de citoyens souhaitent maîtriser la conception et la production de leur habitat et recréer une vie collective entre voisins. Au Canada, voici le premier habitat participatif du Québec. Sur ce terrain de 11 000 m² en plein cœur de la ville de Québec, une centaine de personnes habitent depuis un an. Ici, les habitants sont tous propriétaires et ils ont conçu eux-mêmes leur logement. Paul-Henri April et Julie Lajoie sont à l'initiative de ce projet démarré il y a 10 ans. Et ils ont pensé à tout. Tout ce qui est ici. Tout. Les matériaux, l'aménagement, la vue, la cour, tout. Parce qu'on est les promoteurs, là. On est les promoteurs de notre projet, là. Ici, on l'a conçu marche par marche. C'est sûr qu'en achetant un terrain qui n'est pas construit, on peut se donner le loisir de tout penser en fonction de nos besoins. Dans cet habitat participatif, le besoin numéro 1, c'est le lien social. Les propriétaires ont donc tenu à ce que l'architecture soit minutieusement réfléchie pour favoriser les échanges entre voisins. S'il y a des enfants qui sortent pour aller dans un balançoire, les autres enfants s'en aperçoivent tout de suite. C'est très rassembleur, la cour intérieure. En fait, toutes les unités ont une vue sur la terrasse. Donc, les gens peuvent sortir, regarder par la fenêtre chez eux, puis voir s'il y a de l'activité qui se passe à la maison commune. La maison commune est le ciment de cet habitat. Véritable lieu de rencontre, il est composé d'une grande salle à manger, d'une laverie dernier cri, ou bien encore, pour les enfants, d'une salle de jeu et de lecture. Wow, je sais pas c'est quoi. C'est comme plein de petites blagues. Oui, pour chaque pays. Cet espace commun permet aux ménages de mutualiser certains équipements et de faire des économies. En effet, l'habitat participatif apporte un avantage économique à ses habitants comparé à un logement classique. Les membres assurent eux-mêmes l'entretien des parties communes, ce qui réduit les charges, et pour limiter les dépenses, ils achètent ensemble leurs équipements de loisirs ou de sport. Au sous-sol, il y a même un atelier où les talents de tous sont mis à contribution. On touche à rien, on éteint et on attend que ça ait fini complètement d'arrêter. Parce que sinon, D'accord? ça peut abîmer le bois. On s'en souvient. Ce qui me plaît, effectivement, dans le fait de vivre à Cohabitat, c'est cette dimension humaine ou de partage d'expertise. Moi, mes enfants ont la chance d'apprendre quelque chose que peut-être si moi, j'avais pas été dans Cohabitat, j'aurais jamais fait ça, là, la cabane à oiseaux. Je me serais jamais lancée, moi, toute seule, chez nous. En habitant ensemble, cette communauté a fait le choix du partage et de la transmission, tout en laissant à chacun la liberté d'en profiter. Si j'ai pas le goût de sortir, je reste chez moi. Je veux dire, on a tous nos unités privées et complètes, donc... Les unités privées, ce sont ces 42 logements du studio à la maison de 4 chambres. Ici, chaque ménage dispose de son indépendance, avec chambre, salon, cuisine. Et c'est à cela que tient l'innovation.
Un joyeux mélange entre respect de la vie privée et vie communautaire qui permet d'éviter la routine. Les 92 habitants apprécient de se retrouver chaque semaine à la maison commune pour partager un bon repas. Miam! Les repas communautaires, c'est la base de notre vie ici. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer comment c'est compliqué de rassembler une communauté comme celle-là. En effet, pour gérer la vie de cette grande communauté, il a fallu se structurer. Car ici, tout est administré par les membres. Ils se sont donc répartis dans 5 comités de gestion pour prendre toutes les décisions qui concernent leur habitat. Guillaume Pinson, lui, est très impliqué dans l'organisation et participe activement aux réunions. C'est très important qu'il y ait des règles. C'est pas une commune, donc il y a des règles. On veut vivre des choses ensemble, mais en même temps, on veut s'organiser ensemble. On veut que les situations de contact puis de partage soient organisées quand même. Donc, il y a certaines règles. Le système de gouvernance se fait par consentement et non par vote. C'est la sociocratie, un mode de fonctionnement démocratique répandu au Québec. Un des principaux avantages, c'est que pour prendre des décisions importantes, on ne vote pas. Le problème du vote, c'est que c'est très clivant. En général, il y a les pour, les contre. Et on le sait très bien dans les associations de propriétaires, tout ça, quand il y a des conflits, ça naît souvent des moments où il y a des décisions importantes à prendre, un investissement à faire. Et le vote est très polarisant. La sociocratie, on privilégie beaucoup plus la discussion. Quand on a une décision à adopter, on apporte chacun un consentement à la proposition. À partir du moment où tout le monde consent à la proposition, elle est adoptée. Si quelqu'un s'objecte à la proposition, l'idée de la responsabilité de cette personne de la formuler clairement. Et à partir du moment où l'objection est formulée, c'est le groupe qui doit trouver une solution pour faire tomber l'objection. Si on ne parvient pas à faire tomber l'objection de la personne qui l'a exprimée, ça veut dire que la proposition n'est pas bonne. Autrement dit, les habitants devront revoir la proposition jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, ce qui peut ralentir les prises de décision. Tu n'as pas d'objection? Excellent, donc nous avons un second bien. Bravo! À l'origine, les résidents pensaient donner 9 heures par mois à la communauté, que ce soit pour les réunions ou les tâches collectives. En réalité, c'est bien plus que ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut paraître un peu lourd, mais en même temps, cette gestion, c'est nous qui l'avons conçue, on l'a fait pour nous. Du coup, on peut l'amender, on peut la transformer, on peut l'adapter. On a une certaine forme de liberté dans cette contrainte-là, quand même. Là. Puis faire en sorte que c'est ça, tout le monde se sente à sa place, que nos enfants aussi se sentent à leur place. En plus d'améliorer les conditions de vie des citoyens en milieu urbain, l'habitat participatif pourrait permettre de répondre à un enjeu démographique de taille dans de nombreux pays occidentaux. Le vieillissement de la population.